Chapitre 2. Image du Nord. Lord Asriel s'exclama le maître d'une voix puissante, en s'avançant pour lui serrer la main. De sa cachette, Lyra pouvait observer les yeux du maître, et de fait, elle les vit se diriger, l'espace d'un instant, vers la table où précédemment on avait posé le toquet. Maître, dit Lord Asriel, je suis arrivé trop tard, et craignais d'interrompre votre dîner. C'est pourquoi je me suis installé ici. Bonsoir, monsieur le sous-recteur. Ravi de vous voir si bien portant. Veuillez excuser mon apparence négligée, mais je viens d'atterrir. Eh oui, maître. Il n'y a plus de toquet. Je crois même que vous marchez dedans. L'appariteur l'a renversé, mais c'était ma faute. Bonsoir, aumônier. J'ai lu votre dernier article avec le plus grand intérêt. Lord Asriel s'éloigna en compagnie de l'aumônier, ce qui permit à Lyra de distinguer nettement le visage du maître. Celui-ci demeurait impassible, mais le démon posé sur son épaule secouait ses plumes et se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre. Déjà, Lord Asriel dominait l'assistance, et bien qu'il prît soin de se montrer courtois envers le maître, qui était sur son territoire, on sentait où résidait le pouvoir. Après avoir accueilli le visiteur, les érudits entrèrent dans la pièce. Certains s'assirent autour de la table, d'autres dans des fauteuils, et bientôt le bourdonnement des conversations envahit l'atmosphère. Lyra constata qu'ils étaient tous fortement intrigués par la caisse en bois, l'écran et la lanterne. Elle connaissait bien les érudits, le bibliothécaire, le sous-recteur, le questeur et les autres. Ces hommes l'avaient entouré toute sa vie. Ils avaient fait son éducation, ils l'avaient puni ou consolé, lui avaient offert de petits cadeaux ou bien l'avaient chassé des arbres fruitiers du jardin. Ils étaient sa seule famille. Peut-être même aurait-elle pu les considérer comme sa véritable famille si elle avait su ce qu'était une famille. Mais dans ce cas, sans doute, aurait-elle confié ce rôle aux domestiques du collège. Les érudits avaient des choses plus importantes à faire que de s'occuper des sentiments d'une fillette à moitié sauvage, échouée parmi eux par hasard. Le maître alluma la lampe à alcool sous le petit poêlon en argent et fit fondre du beurre, avant d'ouvrir en deux une demi-douzaine de têtes de pavot pour les y jeter. On servait toujours du pavot après un festin. En clarifiant les pensées et en stimulant la langue, il favorisait les conversations fertiles. Selon la tradition, le maître les faisait cuire lui-même. Profitant du grésillement du beurre fondu et du bourdonnement des discussions, Lyra chercha une position plus confortable. Avec une extrême prudence, elle décrocha une des tauges suspendues à un cintre, une longue tunique en fourrure, et l'étala au fond de la penderie. Tu aurais dû choisir une vieille tauge rêche, murmura Pantalaimon. Si tu es trop bien installé, tu vas t'endormir. Dans ce cas, c'est à toi de me réveiller, répliqua-t-elle. Immobile, elle écouta les conversations. Rien que des discussions fort ennuyeuses en l'occurrence. Presque uniquement des histoires de politique, et la politique de Londres qui plus est. Rien d'excitant sur les tartares. L'odeur de pavot frit s'infiltrait agréablement par la porte entr'ouverte de la penderie, et, plus d'une fois, Lyra se surprit à piquer du nez. Mais finalement, quelqu'un frappa des petits coups sur la table. Toutes les voix se turent, et le maître prit la parole. Messieurs, déclara-t-il, je suis certain de parler en votre nom à tous, en souhaitant la bienvenue à Lord Asriel. Ces visites sont rares, mais toujours extrêmement précieuses, et je crois savoir qu'il a une chose particulièrement intéressante à nous montrer ce soir. Nous sommes dans une période de forte tension politique. Vous ne l'ignorez pas, et Lord Asriel est attendu demain matin à la première heure à Whitehall. Un train se tient prêt à le conduire à Londres à toute vapeur dès que nous aurons terminé notre discussion. Aussi, devons-nous faire bon usage de notre temps. Quand il aura fini son exposé, je suppose que certains d'entre vous voudront lui poser des questions. Je vous demande d'être concis et direct. Lord Asriel, c'est à vous. Merci, maître. Pour commencer, je souhaiterais vous montrer quelques diapositives. Monsieur le sous-recteur, vous verrez mieux ici, je pense. Le maître voudrait-il prendre le fauteuil près de la penderie? Le vieux sous-recteur était quasiment aveugle. La courtoisie voulait qu'on lui laissât une place tout près de l'écran. Conséquence de ce changement de siège, le maître se retrouverait assis à côté du bibliothécaire, à 1 mètre seulement de la penderie, à l'intérieur de laquelle Lyra était recroquevillée. Alors que le maître s'installait dans le fauteuil, Lyra l'entendit murmurer « Il savait au sujet du vin, j'en suis sûr !» Le bibliothécaire lui répondit à voix basse « Il va réclamer des subventions. S'il impose un vote, dans ce cas nous devrons nous y opposer avec toute l'éloquence dont nous sommes capables. » La lanterne se mit à chuinter. Actionnée avec vigueur par Lord Asriel, Lyra se déplaça légèrement pour apercevoir l'écran, sur lequel un cercle blanc, éclatant, venait d'apparaître. Lord Asriel lança «
Quelqu'un pourrait-il éteindre les lampes? Un des érudits se leva pour s'en charger, et la pièce se retrouva plongée dans la pénombre. Lord Asriel commença son exposé. Comme vous le savez, je me suis rendu dans le Nord il y a un an de cela, dans le cadre d'une mission diplomatique pour le compte du roi de Laponie, officiellement du moins. En vérité, mon but était d'aller plus au nord encore, jusqu'aux glaces, afin d'essayer de découvrir ce qu'il était advenu de l'expédition Grumman. Dans un de ses derniers messages adressés à l'Académie de Berlin, Grumman évoquait un phénomène naturel visible uniquement sur le territoire du Nord. J'étais bien décidé à enquêter tout en cherchant à recueillir des informations sur le sort de Grumman. Toutefois, la première photo que je vais vous montrer ne concerne pas directement ces deux sujets. Il déposa la première diapositive dans le chariot et la fit glisser derrière l'objectif. Un photogramme de forme ronde, en noir et blanc, très contrasté, apparut sur l'écran. Il avait été pris de nuit, pendant la pleine lune, et montrait une cabane en bois située à quelque distance, dont les murs sombres se détachaient sur la neige qui l'entourait et s'entassaient en couches épaisses sur le toit. À côté de la cabane se dressait un ensemble impressionnant d'instruments philosophiques qui, aux yeux de l'Aïra, semblaient tout droit sortis du parc Ambaric sur la route de Yarnton. Des antennes, des câbles, des isolateurs en porcelaine qui scintillaient dans l'éclat de la lune, recouverts d'un givre épais. Un homme vêtu de fourrure, le visage masqué par la grande capuche de son manteau, se tenait au premier plan, la main levée, comme pour dire bonjour. À ses côtés, on apercevait une silhouette plus petite. Le clair de lune baignait toute la scène d'une lumière blafarde. Ce photogramme a été réalisé à partir d'une émulsion standard au nitrate d'argent, expliqua Lord Asriel. J'aimerais vous en montrer un second, pris du même endroit, 1 minute plus tard avec une nouvelle émulsion préparée spécialement. Il retira la première diapositive du chariot pour la remplacer par une autre. Ce second photogramme était beaucoup plus sombre, comme si l'éclat de la lune avait été filtré. On apercevait encore l'horizon avec la forme noire de la cabane et son toit recouvert de neige qui se détachait, mais la diversité des instruments disparaissait dans l'obscurité. L'homme, lui, s'était métamorphosé. Il était inondé de lumière et une fontaine de particules éclatantes semblait jaillir de sa main levée. « Cette lumière-là » demanda l'aumônier. « Elle monte ou elle descend ?»« Elle descend, » répondit Lord Asriel. « Mais ce n'est pas de la lumière, c'est de la poussière. » De la manière dont il avait prononcé ce dernier mot, Lyra imagina de la poussière avec un P majuscule, comme s'il ne s'agissait pas de lumière ordinaire. D'ailleurs, la réaction des érudits confirma son impression, car les paroles de Lord Asriel provoquèrent soudain un silence général, suivi de quelques hoquets d'incrédulité. « Mais comment ? Assurément, Il ne peut y avoir... » « Messieurs » s'écria l'aumônier. « Laissez donc Lord Asriel s'expliquer !»« Il s'agit de poussière, » répéta ce dernier. Elle prend l'aspect de la lumière sur la plaque sensible, car les particules de poussière affectent cette émulsion de la même manière que les photons affectent une émulsion au nitrate d'argent. C'est en partie pour vérifier ce phénomène que mon expédition s'est rendue initialement dans le nord. Comme vous pouvez le constater, la silhouette de cet homme est parfaitement visible. Je vous demanderai maintenant de regarder la forme qui se trouve sur sa gauche. Il indiqua la forme floue de la petite silhouette. « Je croyais que c'était le démon de cet homme, » dit le questeur. « Non. Au moment de la photo, son démon était enroulé autour de son cou, sous l'aspect d'un serpent. Cette silhouette, que vous distinguez à peine, est en réalité un enfant. »« Un morceau d'enfant » demanda quelqu'un, et la manière brutale dont il se tut indiqua qu'il savait qu'il n'aurait pas dû dire ça. Il s'ensuivit un long silence. Puis Lord Asriel répondit calmement. « Non, un enfant entier. D'où tout l'intérêt, n'est-ce pas, compte tenu de la nature de la poussière. » Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Puis retentit la voix de l'aumônier. « Ah !» fit-il, tel un homme assoiffé qui, venant de boire tout son soûl, repose son verre et relâche la respiration qu'il retenait pendant qu'il buvait. « Et les rayons de poussière ?» Viennent du ciel et l'enveloppent comme de la lumière. Vous pourrez examiner cette photo aussi attentivement que vous le souhaitez. Je vous la laisserai en partant. Je vous l'ai montrée pour faire la démonstration des effets de cette nouvelle émulsion. Maintenant, j'aimerais vous présenter une autre photo. » Il changea la diapositive encore une fois. La photo suivante avait été prise de nuit, elle aussi, mais sans clair de lune cette fois. On y voyait un petit groupe de tentes au premier plan, se détachant faiblement sur l'horizon bas, et à côté, un empilement désordonné de caisses en bois, avec un traîneau. Mais le principal intérêt de cette photo résidait dans le ciel. Des rayons et des voiles de lumière pendaient tels des rideaux, en boucle et en guirlande, retenus par des crochets invisibles à des centaines de kilomètres d'altitude, ou bien flottant en biais, portés par le courant de quelque vent inconcevable. « Qu'est-ce donc »
demanda le sous-recteur. Une photo de l'aurore. Très joli photogramme, commenta le professeur palmérien. Parmi les plus beaux que j'ai jamais vus. Pardonnez mon ignorance, dit le vieux préchantre de sa voix tremblante. mais si j'ai su un jour ce qu'était l'aurore, je l'ai oublié. S'agit-il de ce qu'on appelle les lumières du Nord? Oui, elle possède plusieurs noms. Elle est composée d'orages de particules chargées et de rayons solaires d'une intensité et d'une force extraordinaires, invisibles en eux-mêmes, mais qui provoquent cette radiation lumineuse lorsqu'ils entrent en contact avec l'atmosphère. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait teinter cette photo pour vous montrer les couleurs du vert pâle et du rose essentiellement, avec une touche pourpre tout en bas de cette formation semblable à des rideaux. Il s'agit là d'un cliché réalisé avec une émulsion ordinaire. Je vais maintenant vous montrer une photo prise avec l'émulsion spéciale. Lyra entendit le maître dire à voix basse « S'il veut imposer un vote, on pourrait essayer d'évoquer la clause de résidence. Il n'a pas résidé au collège pendant au moins 30 semaines au cours des 52 dernières semaines écoulées. » « Il a déjà mis l'aumônier de son côté, » répondit le bibliothécaire dans un murmure. Pendant ce temps, Lord Asriel glissait une autre photo dans le chariot de la lanterne. Elle montrait la même scène. Mais comme avec les deux photos précédentes, la plupart des détails visibles à la lumière ordinaire étaient ici beaucoup plus sombres, à l'instar des rideaux rayonnants dans le ciel. Toutefois, très haut au-dessus de ce paysage morne, Lyra apercevait une forme compacte. Elle constata que, comme elle, les érudits, assis près de l'écran, se penchaient en avant pour mieux voir. Plus elle regardait cette photo, plus son étonnement croissait, car là, dans le ciel, on distinguait bel et bien les contours caractéristiques d'une ville. Des tours, des dômes, des murs, des bâtiments et des rues suspendus dans le vide. Elle faillit pousser un petit cri d'émerveillement. L'érudit Cassington dit « Ça ressemble à une ville !»« Exactement, répondit Lord Asriel. Une ville d'un autre monde, assurément !» dit le doyen, une note de mépris dans la voix. Lord Asriel l'ignora. Un mouvement d'excitation parcourut certains érudits, comme si, ayant rédigé des traités sur l'existence de la licorne, sans jamais en voir une, on leur présentait un spécimen vivant qui venait d'être capturé. « Il s'agit de l'histoire Barnard Stokes ?» demanda le professeur palmérien. « C'est bien cela, n'est-ce pas ?»« C'est justement ce que je veux découvrir, » répondit Lord Asriel. Il se tenait près de l'écran illuminé. Lyra voyait ses yeux sombres se promener parmi les érudits occupés à scruter la photo de l'aurore et la lueur verte des yeux de son démon près de lui. Toutes les vénérables têtes se tendaient vers l'écran. Leurs lunettes miroitaient, seuls le maître et le bibliothécaire étaient renversés dans leurs fauteuils, penchés l'un vers l'autre. L'aumônier prit la parole. « Vous cherchiez, nous avez-vous dit, Lord Asriel, à savoir ce qu'était devenue l'expédition Grumman. Le docteur Grumman enquêtait-il sur ce phénomène lui aussi ?»« Je le pense. Et je pense également qu'il possédait beaucoup d'informations sur ce sujet. Hélas, il ne pourra pas nous en faire part, car il est mort. »« Oh non !» s'exclama l'aumônier. « J'ai peur que si. J'en ai d'ailleurs la preuve. » Une onde d'inquiétude, mêlée d'excitation, parcourut le salon, tandis que sous les ordres de Lord Asriel, 2 ou 3 érudits, parmi les plus jeunes, transportaient la caisse en bois sur le devant de la pièce. Lord Asriel retira la dernière photo du chariot en laissant la lanterne allumée, et dans l'éclat théâtral du cercle de lumière, il se pencha pour ouvrir la caisse à l'aide d'un levier. Lyra entendit grincer les clous arrachés au bois humide. Le maître se leva pour regarder, cachant la vue à Lyra. Son oncle reprit la parole. « Si vous vous souvenez, l'expédition Grumman a disparu il y a 18 mois. L'Académie germanique l'avait envoyée vers le nord afin qu'elle explore le pôle magnétique et qu'elle réalise diverses observations célestes. C'est au cours de ce voyage qu'il put déceler l'étrange phénomène que nous venons de voir. Peu de temps après, il disparut. Nous avons supposé qu'il avait été victime d'un accident et que son corps gisait au fond d'une crevasse. En vérité, il n'y a pas eu d'accident. »« Que nous avez-vous donc apporté ?» demanda le doyen. « Est-ce un récipient sous vide ?» Lord Asriel ne répondit pas immédiatement. Lyra entendit le claquement des fermoirs métalliques, suivi d'un sifflement, lorsque l'air s'engouffra dans une boîte. Puis ce fut le silence. Un silence de courte durée. Après 1 seconde ou 2, jaillit un véritable brouhaha. Cris d'horreur, protestations véhémentes, exclamations de colère et peur. « Mais qu'est-ce ? Quasiment pas humain. Franchement, ce qui lui est arrivé ?» La voix du maître y mit fin brutalement. « Lord Asriel, que nous apportez-vous là ? Pour l'amour du ciel !»« Il s'agit de la tête de Stanislaus Grumman, répondit Lord Asriel. Par-dessus le vacarme des exclamations,
Lyra entendit quelqu'un se précipiter vers la porte et quitter la pièce en poussant des cris de détresse inarticulés. Que n'aurait-elle donné pour voir ce que voyaient les autres? Lord Asriel reprit. J'ai découvert son corps conservé dans la glace près de Svalbard. Ces assassins ont infligé à sa tête le traitement que vous voyez. Vous remarquerez la manière caractéristique de scalper la victime. Monsieur le sous-recteur, elle vous est familière, je suppose. Le vieil homme répondit d'une voix ferme. Oui, j'ai vu les Tartares pratiquer ce genre de choses. C'est une technique que l'on trouve parmi les aborigènes de Sibérie et chez les Toungous. De là, évidemment, elle s'étend jusqu'aux terres de Skrellings, même si, crois-je savoir, elle est aujourd'hui interdite au Nouveau-Danemark. Puis-je examiner la tête de plus près, Lord Asriel? Après un court silence, il ajouta. Ma vue n'est plus très bonne, et la glace est sale, mais il me semble apercevoir un trou au sommet du crâne. Me trompe-je? Absolument pas. Trépanation? Exactement. Cette réponse provoqua un murmure d'excitation. Le maître se déplaça, et Lyra put enfin voir de nouveau. Le vieux sous-recteur, debout dans le cercle de lumière projeté par la lanterne, tenait un gros bloc de glace devant son visage, et Lyra put distinguer la chose qui se trouvait à l'intérieur. Une masse sanglante qui ressemblait très vaguement à une tête humaine. Pantalaimon voltigeait autour de Lyra, que cette agitation agaçait. Chut, fit-elle. Écoute. Le docteur Grumman compta naguère parmi les érudits de ce collège, déclara le doyen avec ferveur. Finir entre les mains des Tartares, aussi loin du nord? Sans doute ont-ils pénétré plus profondément qu'on ne l'imaginait. Avez-vous dit que vous l'aviez découvert près de Svalbard? Demanda le doyen. C'est cela même. Doit-on en conclure que les Panserbionnes sont mêlés à cette histoire? Lyra ne connaissait pas ce mot, mais visiblement les érudits, eux, le connaissaient. Impossible, déclara l'érudit Cassington. Ce n'est pas dans leurs habitudes. C'est que vous ne connaissez pas Iofur Raknison, rétorqua le professeur palmérien, qui avait lui-même effectué plusieurs expéditions dans les régions arctiques. Je ne serais pas du tout surpris d'apprendre qu'il s'est mis à scalper les gens, à la manière des Tartares. Lyra regarda de nouveau son oncle qui observait les érudits avec dans les yeux une lueur d'amusement sardonique, sans rien dire. Qui est ce Iofur Raknison? demanda quelqu'un. Le roi de Svalbard, répondit le professeur palmérien. Oui, exactement. Un des Panserbionnes. Une sorte d'usurpateur. Il a accédé au trône par la ruse, ai-je entendu dire. Mais c'est un individu puissant, nullement un imbécile. En dépit de ses caprices grotesques, comment se faire construire un palais avec du marbre importé et installer ce qu'il appelle une université? Pour qui? Pour les ours? demanda quelqu'un, et tout le monde éclata de rire. Mais le professeur palmérien poursuivit. Quoi qu'il en soit, je vous affirme que Iofur Raknison serait tout à fait capable d'infliger pareil sort à Grumman. Toutefois, il serait possible, si besoin était, de l'inciter à changer son comportement. Et vous savez comment faire, n'est-ce pas, Trelawney? demanda le doyen d'un ton ricaneur. Parfaitement. Savez-vous ce qu'il aimerait par-dessus tout, encore plus qu'un grade honoris causa? Il voudrait un démon. Trouvez un moyen de lui donner un démon, et il fera n'importe quoi pour vous. Les érudits rirent de bon cœur. Lyra suivait cette conversation avec perplexité. Les propos du professeur palmérien n'avaient aucun sens. En outre, elle avait hâte d'en savoir plus sur cette histoire de scalp, les lumières du Nord et cette mystérieuse poussière. Aussi fut-elle déçue, car Lord Asriel avait fini de montrer ses reliques et ses photos, et la discussion prit rapidement un tour de dispute universelle pour savoir s'il fallait oui ou non lui donner de l'argent afin de financer une nouvelle expédition. Les deux camps échangeaient leurs arguments tour à tour, et Lyra sentit ses yeux se fermer. Bientôt, elle s'endormit, avec Pantalaimon lové autour de son cou, sous sa forme préférée pour dormir, celle d'une hermine. Elle se réveilla en sursaut lorsque quelqu'un la secoua par l'épaule. « Chut !» fit son oncle. La porte de la penderie était ouverte. Il était accroupi devant elle à contre-jour. « Ils sont tous partis, mais il y a encore des domestiques dans les parages. Retourne dans ta chambre, et surtout prends soin de ne rien dire à personne. » « Ont-ils décidé de vous donner de l'argent, finalement » demanda-t-elle d'une voix endormie. « Oui. C'est quoi cette poussière ?» Elle avait du mal à se relever après être restée coincée aussi longtemps. « Ça ne te regarde pas. »« Si, justement. Vous avez voulu que j'espionne dans la penderie. Il faut m'expliquer pourquoi j'espionne. Dites, je peux voir la tête de l'homme ?» La fourrure d'hermine blanche de Pantalaimon se hérissa. Lyra la sentit qui lui chatouillait le cou. Lord Asriel pouffa. « Allons, pas de vulgarité, répondit-il. Et il entreprit de ranger ses diapositives et sa boîte à prélèvements. « As-tu observé le maître ?»« Oui,
Et la première chose qu'il a faite, c'est de chercher le vin. Parfait. J'ai contrecarré ses plans pour l'instant. Allons, obéis, va te coucher. Mais vous, qu'allez-vous faire? Je retourne dans le nord, je pars dans 10 minutes. Je peux venir? Lord Asriel interrompit ce qu'il était en train de faire et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Son démon posa lui aussi ses grands yeux verts de léopard sur elle, et, sous ce double regard pénétrant, Laëra se sentit rougir. Malgré tout, elle refusa de baisser la tête. Ta place est ici, répondit finalement son oncle. Pourquoi? Pourquoi ma place est-elle ici? Pourquoi ne puis-je pas aller dans le nord avec vous? Je veux voir les lumières du nord, les ours et les icebergs, et tout le reste. Je veux voir ce qu'est cette poussière, et cette ville flottante. Est-ce un autre monde? Tu ne viendras pas avec moi, petite. Sors-toi cette idée de la tête. On traverse une période trop dangereuse. Fais ce que je te dis, va te coucher. Et si tu es une gentille fille, je te rapporterai une défense de morse avec des dessins esquimaux gravés dessus. Cesse de discuter, ou je vais me mettre en colère. Son démon poussa un grognement rauque et sauvage, et Laëra imagina soudain ses crocs se refermant sur sa gorge. Les lèvres pincées, elle jeta un regard noir à son oncle. Il pompait l'air du container sous vide, sans faire attention à elle, comme s'il l'avait déjà oubliée. Sans un mot, mais les dents serrées et les sourcils froncés, la fillette, accompagnée de son démon, partit se coucher. Le maître et le bibliothécaire étaient de vieux amis et alliés. Ils avaient l'habitude, après un moment difficile, de boire un verre de Brantwinge pour se réconforter mutuellement. Aussi, après avoir salué Lord Asriel, ils se rendirent d'un pas lent dans les appartements du maître et s'installèrent dans le bureau, où les rideaux étaient tirés et le feu ranimé. Leurs démons occupant leur place habituelle, sur les genoux ou les épaules, et là, ils réfléchirent à tout ce qui s'était passé. Croyez-vous vraiment qu'il était au courant pour le vin? Demanda le bibliothécaire. Évidemment, je ne sais pas comment, mais il savait. Et c'est lui qui a renversé la carafe. Bien sûr qu'il savait. Pardonnez-moi, maître, mais je ne peux pas m'empêcher d'éprouver du soulagement. Je n'ai jamais aimé cette idée d'empoisonnement. Oui, l'idée du meurtre. Personne n'aime cette idée, Charles. La question était de savoir si le fait de commettre cet acte était plus terrible que les conséquences de notre inaction. Eh bien, la Providence est intervenue, et la chose n'a pas eu lieu. Je regrette simplement de vous avoir fait supporter le poids de ce secret. Non, protesta le bibliothécaire, mais j'aurais aimé que vous m'en disiez plus. Le maître resta muet un moment, avant de répondre. Oui, peut-être aurais-je dû. L'alétiomètre prédit des conséquences effroyables si Lord Asriel poursuit ses recherches. Abstraction faite de tout le reste, l'enfant se trouvera entraîné dans cette histoire. Or, je veux la protéger le plus longtemps possible. Le projet de Lord Asriel a-t-il un rapport avec cette nouvelle initiative de la Cour de discipline consistoriale? Comment appelle-t-il cela déjà? Le Conseil d'oblation? Lord Asriel? Non, non, bien au contraire. En outre, le Conseil d'oblation ne dépend pas entièrement de la Cour consistoriale. Il s'agit d'une initiative semi-privée menée par une personne qui ne porte pas Lord Asriel dans son cœur. Entre ces deux-là, Charles, je tremble. Le bibliothécaire resta muet à son tour. Depuis que le pape Jean Calvin avait transféré le siège de la papauté à Genève et instauré la cour de discipline consistoriale, l'Église exerçait un pouvoir absolu sur tous les aspects de la vie quotidienne. La papauté elle-même avait été abolie après la mort de Calvin, et à sa place s'était développé un fouillis de cours, de collèges et de conseils rassemblés sous le nom de magisterium. Ces organes n'étaient pas toujours unis. Parfois apparaissait une rivalité entre eux. Durant la majeure partie du siècle précédent, le plus puissant de tous fut le collège des évêques. Mais depuis quelques années, la cour de discipline l'avait remplacé et était devenu le corps de l'Église le plus actif et le plus redouté. Malgré tout, des organes indépendants pouvaient encore voir le jour sous la protection d'une autre branche du magisterium. Et le conseil d'oblation, auquel le bibliothécaire avait fait allusion, en était un exemple. Le bibliothécaire ne savait pas grand-chose à son sujet, mais ce qu'il avait entendu dire le rebutait et l'effrayait. Voilà pourquoi il partageait pleinement les inquiétudes du maître. Le professeur palmérien a mentionné un nom, dit-il au bout d'une minute ou deux. Barnard Stokes. Quelle est donc cette histoire de Barnard Stokes? Ah, ce n'est pas notre domaine, Charles. Si j'ai bien compris, la Sainte Église nous enseigne qu'il existe deux mondes, celui de toutes les choses que nous pouvons entendre et toucher, et un autre monde, le monde spirituel, du ciel et de l'enfer. Barnard Stokes était comment dire, théologiens renégats qui posèrent comme hypothèse l'existence de nombreux autres mondes semblables à celui-ci, ni ciel ni enfer, mais des mondes matériels souillés par le péché.
tout proche de nous, mais invisible et inaccessible. La Sainte Église a tout naturellement réfuté cette hérésie abominable et Barnard Stokes fut réduit au silence. Mais malheureusement pour le magisterium, il semblerait qu'il existe de solides arguments mathématiques pour soutenir cette théorie des autres mondes. Personnellement, je ne les ai pas étudiés, mais l'érudit Cassington m'affirme qu'ils sont fondés. Et voilà que Lord Asriel a photographié un de ces mondes, dit le bibliothécaire, et nous lui avons accordé une subvention pour partir à sa recherche. Je comprends. Exactement. Aux yeux du Conseil d'Oblation et de ses puissants protecteurs, le Collège Jordan va passer pour un foyer de soutien à l'hérésie. Or, entre la Cour consistoriale et le Conseil d'Oblation, je me dois de maintenir un équilibre, Charles. Et pendant ce temps, l'enfant grandit. Ils ne l'auront pas oublié. Tôt ou tard, elle se serait retrouvée impliquée. Mais maintenant, elle va être entraînée dans cette histoire, même si je cherche à la protéger. Mais comment le savez-vous, bon sang? Encore la laitiomètre? Oui. L'AERA a un rôle à jouer dans tout cela, et un rôle capital. L'ironie de la chose, c'est qu'elle doit accomplir sa tâche sans en avoir conscience, mais elle peut être aidée. Et si mon plan avec le Tokay avait fonctionné, elle serait restée à l'abri un peu plus longtemps. Je lui aurais épargné un voyage dans le Nord. Plus que tout, je regrette de ne pas avoir pu lui expliquer que... Elle ne vous aurait pas écouté, dit le bibliothécaire. Je la connais bien, hélas. Essayez de lui parler sérieusement. Elle vous écoute d'une seule oreille pendant 5 minutes, et elle commence à s'agiter. Interrogez-la la fois suivante sur ce sujet, elle aura tout oublié. Et si je lui parlais de la poussière, vous ne croyez pas qu'elle m'écouterait? Le bibliothécaire répondit par un petit bruit, indiquant que cela lui paraissait peu probable. Pourquoi diable vous écouterait-elle? Dit-il. Pourquoi une lointaine énigme théologique intéresserait-elle une enfant robuste et insouciante? À cause de ce qu'elle va devoir vivre. Son expérience comporte une grande trahison. Qui donc va la trahir? C'est là le plus triste. C'est elle-même qui se trahira. Et ce sera une terrible épreuve. Elle ne doit pas le savoir, évidemment. Mais rien n'interdit de lui enseigner le problème de la poussière. Et peut-être avez-vous tort, Charles. Peut-être pourrait-elle s'y intéresser, si on lui expliquait la chose de manière simple. Cela pourrait lui servir plus tard. En tout cas, cela m'aiderait à me faire moins de soucis à son sujet. Tel est le devoir des gens âgés, dit le bibliothécaire. Se faire du souci pour les jeunes. Et le devoir des jeunes est de railler l'inquiétude des vieux. Ils restèrent assis encore un moment dans le bureau, puis se séparèrent, car il se faisait tard, et ils étaient vieux et inquiets.